Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Meeting. Alors on entend souvent les femmes répéter que les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Mon invité du jour va leur prouver le contraire. Et oui, vous savez-vous lire une carte et courir en même temps? En effet, avec lui à vos côtés, impossible de se perdre. Quoique, encore faut-il réussir à le suivre. Et oui, le sportif que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui pratique la course d'orientation à très haut niveau, c'est un des piliers de l'équipe de France. Je pourrais le surnommer l'orienteur supersonique, j'ai nommé Frédéric Tranchant. Salut Fred, comment tu vas? Salut, bah ça va. Merci pour m'avoir sollicité et pour présenter la course d'orientation. Bah de rien, c'est normal, c'est normal. Alors on va commencer tout de suite. Alors t'es né le 25 mai 1988, donc t'as 32 ans. T'es originaire de Chuillé, alors c'est entre Saint-Étienne et Lyon, est-ce que c'est bien ça? Ouais, en gros, oui. En En fait, il y a une gros, petite montagne au sud de la Loire, de Saint-Étienne, qui s'appelle le Pilat. Et du coup, voilà, c'est dans la montagne, on va dire. d'accord, donc t'as grandi en montagne, alors raconte-nous justement un peu ton enfance, comment ça s'est passé? Eh ben, je sais pas quoi dire. En fait, mon père est éleveur, donc ils ont des vaches laitières, donc voilà. Donc on est dans la campagne, donc je pense que je passais la plupart de mon temps libre à la ferme, quoi. C'était vraiment, je pense comme beaucoup de jeunes, c'était ma passion quand j'étais plus jeune. Et puis voilà. Après, j'étais un peu timide, je pense, à l'école, pas forcément, ouais, peut-être un peu réservé, tout ça. Et puis voilà, après, par rapport au sport, je faisais un petit peu de foot comme tout le monde. Et puis C'est sûr. d'ailleurs, dans le village où on est, c'est le seul club, je pense, qu'on a. Mais voilà, après, oui, au village d'à côté, donc il y a un paquet de possibilités de sport, dont la course d'orientation. D'accord. Alors, tes parents, justement, enfin, t'as grandi dans un cadre familial sportif ou pas du tout? Je dirais pas vraiment, non, parce que je sais que, voilà, juste pour l'anecdote, mon père et ses trois frères, je crois qu'ils avaient demandé à leur père s'ils pouvaient s'inscrire au club de foot local quand ils étaient plus jeunes. Et je crois que la réponse du grand-père, c'était: oh, il y a assez à faire à la maison, vous n'allez Ouais. pas perdre l'énergie. C'est assez physique comme ça, la ferme. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. D'accord. Donc voilà, ouais, donc sans plus, ouais. Ok. Donc après, t'en es venu à la course d'orientation, après le foot. À quel âge à peu près, du coup? Et ben, donc en fait, donc on a ce qu'on appelle l'école d'orientation dans le club. Donc ça, on peut commencer à peu près à 10 ans, pas trop plus tôt, parce qu'il faut quand même avoir une certaine autonomie. Et donc voilà, donc c'est à peu près là que j'ai commencé tout seul, parce que mon frère, qui est 4 ans plus âgé, donc lui, il en faisait déjà depuis qu'il avait 10 ans, je suppose. Et du coup, c'est vrai que des fois, avec mes parents, on le suivait un peu sur des courses. Et donc, on faisait des circuits dits loisirs. Donc là, un peu plus sur les D'accord. chemins, ou alors avec des jalons pour nous aider, en fait. Donc voilà, à peu près cet âge-là. Ok, mais alors, pourquoi la course d'orientation? T'as testé à l'école? Ça t'est venu comment? Même ton frère? Enfin, pourquoi ce sport-là? Et ben, donc lui, je sais pas exactement. Je pense qu'il a commencé avec des copains. Et voilà, franchement, non, non, jamais fait à l'école et je savais pas trop ce que c'était, je suppose, avant. Mais en tout cas, on aimait bien courir dans la forêt, se promener, tout ça. Après, peut-être que je suis un peu têtu, j'en sais rien, j'aime bien faire les choses à ma manière. Donc, l'avantage de la course d'orientation, on choisit notre propre itinéraire. Donc, voilà. Puis, je pense quand tu es jeune comme ça, tu suis un peu le grand frère, quoi. Hmm. Donc, je pense que c'est comme ça que moi j'ai commencé, ouais. Ok, et du coup, la course d'orientation, c'est un peu un sport où il faut donc les jambes, mais aussi la tête. C'est quand même un sport où il y a de la réflexion. Et toi, du coup, justement, en parlant de ça, au niveau des études, il me semble que tu es plutôt un bon élève. J'ai vu un peu ton parcours scolaire. Ouais, et ben je pense que c'est peut-être un peu lié d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est un sport un peu intellectuel quand même. Il faut, voilà, le sport en lui-même, il faut naviguer, donc il faut lire la carte, il faut construire son itinéraire, tout ça. Et c'est vrai que, et aussi, ça demande une certaine capacité d'analyse parce qu'après les courses, on essaie de comprendre là où on a perdu du temps, pourquoi on s'est perdu peut-être, ou des choses comme ça. Et peut-être que ça m'a aidé à être plus cadré et aussi à développer certaines facultés, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça, je pense, ça a aidé un peu dans les études aussi, je pense, dans ce sens-là. Et du coup, voilà. Après, je me suis retrouvé donc à faire une école d'ingénieur. Je sais pas si c'était vraiment mon rêve ou mon objectif quand j'étais plus jeune, mais voilà, ça s'est fait un peu comme ça, petit à petit.
J'avais des bonnes notes, c'est vrai, et entre autres en sciences. Et du coup, il y avait la possibilité de sport-études. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé là, je pense. Et puis peut-être une partie d'être curieux. Donc, je pense que c'est quand même une faculté qu'on a en cours d'orientation. On est un peu curieux, on veut résoudre des choses. Et du coup, c'est vrai qu'ingénieur, c'est un peu ça, quoi. Il faut résoudre des problèmes, quoi. Et quand tu as commencé la course d'orientation, c'était tout de suite dans une perspective de voilà, je vais aller au haut niveau ou non, au début c'était vraiment voilà, commencer un sport parce que tu aimais bien ça, par plaisir, ou t'as vite senti que tu allais pouvoir accéder au haut niveau? Bah, pas vraiment, non, je pense pas. Non, non, au début c'était juste comme ça, pas du tout, pas du tout très, enfin pas sérieux quoi dans le truc. Mais après, c'est vrai que bon, je pense le fait qu'il n'y ait pas une énorme densité dans les petites catégories, entre autres, je me suis retrouvé à faire des bons résultats. En plus, je courais vite déjà, j'étais bon coureur. Donc même au début, en fait, pour vraiment les tout petits, il y a des jalons, donc on peut suivre les jalons, Ouais. on n'a même pas besoin de lire la carte en fait. En fait, souvent les jalons ils font des détours, donc ceux qui lisent la carte ils peuvent courir, ils peuvent couper, mais il y a moyen d'aller vraiment vite par les jalons et de gagner quand même. Donc je pense que c'était un peu mon style au début. et, euh, et voilà, donc je pense, donc sans parler de haut niveau, je pense assez vite j'ai eu quelques bons résultats et c'est vrai que ça motive quoi. Ça dit ah ouais bah et puis après. Et puis voilà, après, en fait, on est pris un peu par le virus, si on peut dire. Donc au début, on est pris dans des groupes, entre autres le groupe Ligue, donc de toute la région. Donc là, on fait des stages avec d'autres jeunes du même âge. Et donc ça, c'est vraiment motivant parce que déjà, on se fait des copains, puis on voit des nouveaux terrains, et puis on progresse, on se voit progresser, quoi, d'entraînement à entraînement. Et puis après, voilà, on peut rentrer dans le groupe France si on fait des bons résultats, tout ça, et plus tard faire des courses internationales. Et là, c'est super motivant. Donc, c'est un peu l'engrenage, quoi. C'est pas dès tout petit, en tout cas de mon côté, enfin pour mon cas. Fait étape par étape. Voilà, ouais, c'est venu un peu comme ça, quoi. Ouais. Alors, j'avais une question parce que, tu vois, la course d'orientation, c'est un sport qui est quand même vachement pratiqué au niveau scolaire. Enfin, moi, je sais que j'en ai fait toutes mes années de collège, j'ai été en STAPS, j'en ai fait, j'en ai mangé pendant 3 ans en STAPS. Enfin, c'est un sport ouais, au niveau scolaire qui est vraiment très, très pratiqué. Ça doit être un des sports les plus pratiqués. Et pourtant, en club, bah, au final, il y a quand même peu de licenciés par rapport à des sports peut-être moins vus au niveau scolaire. Alors, comment tu pourrais expliquer ça? Est-ce qu'il y aurait une petite explication dans ça ou... Ben, je sais pas, c'est mon point de vue, il y a plusieurs raisons, je pense. Peut-être qu'en scolaire, c'est pas exactement le vrai sport, quoi. C'est pas vraiment la course d'orientation, ce qu'on fait. Ouais. Donc, c'est peut-être pas hyper attrayant, ou je sais pas comment dire. Enfin, Ouais. moi, je connais plein de gens. Moi, j'en ai pas fait en scolaire, donc peut-être c'était une chance. Mais je connais plein de gens qui me disent qu'ils ont fait en scolaire. Je dis, ah ouais, ça n'a pas l'air super sympa, quoi. Ouais. Et donc, peut-être il y a une raison comme ça. La manière de Après, l'enseigner, quoi. Enfin, comment? ça serait la manière de l'enseigner, en fait, qui serait pas vraiment propice à donner envie. Peut-être. Après, ça serait compliqué parce que c'est vrai que c'est un sport en principe qui se passe en pleine nature et je suppose avec les réglementations, tout ça, les règles de sécurité, ça serait compliqué peut-être. Donc je jette la pierre à personne, mais en tout cas, c'est une hypothèse que j'ai. Après, surtout, c'est qu'on n'est pas très connu, que ce soit les élites ou même les clubs. Ouais. Il y en a plein enfin, la plupart des gens, ils n'ont aucune idée que c'est un sport qui se pratique en compétition qui est un sport de haut niveau, et qu'ils n'ont aucune idée où est le club le plus proche. Et ça se trouve, il n'est pas si loin que ça, en fait. Et bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas de partout des clubs. Donc nous, on avait un club qui était très actif à côté, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'avais des cousins, ils auraient voulu commencer plus tôt, mais en fait, ils n'avaient pas de club à beaucoup de kilomètres avant le premier club. Donc voilà. Donc je pense. Et puis après, quand il y a des compétitions, en fait, comme ça se passe un peu dans la nature, ça se passe jamais au même endroit. Oui. Et ben c'est un peu difficile pour, entre autres, les familles de se joindre, Oui. quoi. Je pense que les gens, ils ont déjà beaucoup de choses à faire le samedi après-midi. Ils ont déjà le foot, le basket Ouais. de l'un, et ainsi de suite. Donc, ouais. C'est peut-être aussi compliqué enfin, je sais pas, peut-être à regarder ou parce que tu vois, par exemple, l'athlétisme. Bon, t'as une piste ou t'as un terrain de cross, c'est assez facile, télévisuellement en tout cas, c'est assez facile à regarder. Alors peut-être que la CO, je sais pas, avec les balises réparties un peu partout, comment ça marche? C'est télévisé déjà?
Oui, ben justement, et ça va de mieux en mieux, quoi. Entre autres en Scandinavie, bah là, en fait, j'habite en Finlande. Ouais. Donc ici, c'est retransmis vraiment souvent, enfin, c'est-à-dire toutes les étapes de Coupe du Monde, ou quasi les championnats du monde, et même des courses nationales qui sont retransmises sur la télé publique, quoi. Donc ça, D'accord. c'est vraiment connu ici comme sport de compétition. Et mais il y a d'autres pays comme en République tchèque qui font ça très bien, même en Suisse parfois, où c'est retransmis. Et en fait, ils font ça très bien maintenant parce que donc on court tout le temps avec une balise GPS, enfin un GPS dans le dos. Ouais. Et du coup, ils peuvent comparer en direct les choix d'itinéraire qu'on fait, ou alors des fois les erreurs quand on perd un peu de temps, les choses comme ça, et puis comparer avec les autres. Donc ils D'accord. font des choses vraiment bien. Et puis donc de plus en plus, donc souvent il y a des caméras qui sont en forêt comme ça, et maintenant de plus en plus il y a des caméras mobiles, donc ils nous suivent même en forêt. D'accord, Donc ok. franchement, je trouve que c'est de plus en plus intéressant. Et d'ailleurs, j'ai des collègues ici de travail qui sont pas du tout dans le sport, qui regardent, ils disent ah ouais, c'est super, c'est intéressant. Ok. Donc il y a du potentiel, ouais. Et ça s'améliore en tout cas. Ok. Alors, on va en venir un peu à ton super palmarès en CO. Alors, donc, tu as 7 médailles au championnat du monde de CO depuis 2010. Donc, tu en as 2 en argent, 5 en bronze. Pas encore l'or, mais ça va arriver. Non. Ouais, bah on fait ce qu'on peut après. Oui. Alors, tu as un titre de champion du monde militaire en 2010, donc tu as fait l'armée alors? C'était toujours militaire. Ouais, bon. Non, j'ai un contrat de réserviste et donc je représente l'armée pour les compétitions militaires de course D'accord. natation. Voilà. Tu as aussi un titre de champion du monde universitaire en 2014. Ouais. Et donc là, ouais, c'est un peu enfin, c'est les championnats du monde pour les plus jeunes, on va dire. Souvent, la Ouais. plupart des meilleurs sont aux championnats du monde universitaires, mais voilà. Et du coup, ouais, c'est souvent assez relevé, donc c'était une belle perf pour moi, je dirais. Et alors, du coup, par exemple, sur les 7 médailles que tu as acquis au championnat du monde, il y en a une que tu retiens particulièrement, qui t'a marqué, ou qui a lancé ta carrière, je sais pas. Ah ouais, bah lancé, oui, bah c'était en 2010, clairement. Donc là, moi, je sortais un peu de nulle part, quoi. Enfin, c'était ma première finale d'ailleurs, parce que bah, l'année d'avant, je m'étais pas qualifié pour la finale. Bon, bref. Et du coup, euh, et du coup, je partais sans objectif. Je m'étais fixé de faire vraiment au mieux, quoi. Même pas top 10 ou quoi. Je voulais faire au mieux. Et ça s'est vraiment bien déroulé. Et voilà, ça suffit pour faire la médaille. En plus, donc c'était le sprint, donc c'est hyper serré. En plus, c'était en Norvège, donc là, pour le coup, c'était retransmis à la télé nationale, tout ça. Voilà, au final, je suis à 2 secondes 3 du vainqueur, 1 dixième, je crois, du deuxième. Et pareil, derrière moi, il y en a un à, je sais pas, moins d'une seconde. Et en fait, et en plus, on court en individuel, on court en contre-la-montre, donc chacun notre tour. Donc tu sais pas du tout où en sont les autres. Et voilà, donc là, ça s'est vraiment bien déroulé pour moi ce jour-là. C'était pas mon niveau moyen ce jour-là, c'était mon niveau au top Top, top top. du jour, Ouais. du moment. Et voilà. Et après, je me suis retrouvé là. Moi, j'avais aucune idée de ce qu'était par exemple, il y avait ouais, une presse, comment on appelle ça non, une conférence de presse, tout ça, mais je savais même pas quoi dire. Je parlais pas très bien anglais, donc c'était vraiment Ouais. particulier, ouais. Et alors justement, en course d'orientation, il y a plusieurs formats. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer assez rapidement pour ceux qui vont nous écouter les différents formats de course Ouais, ouais. Et c'est- ben donc en course nationale ou internationale, on va dire. Donc il y a 3 formats individuels et le relais. Et maintenant le relais mixte aussi. Donc déjà le principe de base de la course d'orientation, c'est une course à contre-la-montre. On court chacun notre tour. Et donc on nous donne la carte au départ qu'on n'a jamais vue, on n'a jamais vu le circuit, et avec un point de départ, des points de passage qu'on appelle balises, qu'il faut faire dans l'ordre et le plus rapidement possible jusqu'à l'arrivée. Et donc D'accord. le meilleur, bien sûr, c'est celui qui a le meilleur temps, en gros. Tout le temps dans l'ordre alors. Ouais, ouais, tout le temps dans Ok. l'ordre. Voilà, le principe, voilà. Et donc, il y a donc le sprint, c'est le format le plus récent, on va dire, et c'est un format qui est urbain, qui est souvent, enfin, qui est tout le temps en ville ou en parc. Où, en fait, l'idée justement, c'est qu'il soit spectaculaire, qu'il soit vraiment visible, qu'on nous voit passer à toute vitesse Ouais. et qu'il soit impressionnant. Et donc là, ça dure 15 minutes, donc c'est super rapide. Donc les balises seront entre guillemets faciles à trouver.
même un débutant, il pourrait les trouver. Sauf qu'en fait, il faudra prendre des décisions très très vite et prendre les bonnes décisions. Parce que, bien sûr, quelques secondes de perdu, c'est énorme, quoi. Donc c'est un peu binaire, c'est droite ou gauche, mais par contre, il faut prendre les bonnes décisions et vite. Après, donc la moyenne distance, donc temps de gagne estimé 35-40 minutes. Donc c'est au traceur, à l'organisateur de prévoir la distance en fonction de la difficulté du terrain et tout ça. Et donc là, la particularité de la moyenne distance, c'est que c'est hyper intense techniquement, mentalement, parce que chaque balise sera très dure à trouver. Souvent, c'est dans les terrains très techniques, hors des chemins, tout ça. Donc, faut vraiment être très bon à naviguer, s'appuyer de tous les éléments, du relief, des rochers, de la végétation, de tout ce qu'on peut trouver. Et voilà. Et donc là, mettons, il y aura entre 15 et 30 balises, ça dépend du traceur. Et ça, voilà. Et après, la longue distance ou distance classique, j'aurais peut-être dû commencer par celle-là. Et donc là, le temps de vainqueur, c'est 1h30-40. Et donc là, la particularité, c'est un peu comme la moyenne distance, mais c'est un peu moins intense. Entre autres, il y aura des itinéraires qui seront assez longs. Donc, il pourra y avoir des partiels entre deux balises de plusieurs kilomètres, où là, ce qui est décisif, c'est de prendre les bons choix d'itinéraire. Donc, pour faire simple, est-ce que je fais tout le tour par le chemin? Est-ce que je vais tout droit sur le chemin? Est-ce que voilà, je navigue autrement, quoi. Ok. C'est ça. Et voilà. Toi, tu pratiques un peu tout ou tu as vraiment des spécialités Non, je pratique un peu tout. Donc, c'est sûr qu'au début de ma carrière, j'étais plus sur le sprint, entre autres parce qu'il y avait plus de place pour les championnats du monde, parce qu'il y a des quotas, il y a trois quotas par course. Et puis voilà, j'étais plus fort là-dessus. J'étais rapide, peut-être pas assez bon techniquement encore pour les formats forêt. Donc, c'était un peu sur quoi je me spécialisais sur les premiers championnats du monde que j'ai fait. Et voilà, maintenant, je dirais que je suis peut-être meilleur en longue distance, peut-être que j'ai un peu vieilli, quoi. Et ouais. En 2013, donc après tes études, donc tu l'as dit, tu pars t'installer en Finlande pour la CO, parce que c'est un Ouais, pays où la cause orientation est mise au premier plan. ouais, en fait, c'était aussi que notre sport est très scandinave, donc beaucoup de Ouais. choses se passent ici. Deuxièmement, ici, il y a les terrains qui sont hyper techniques, c'est là où on peut beaucoup progresser. Et voilà, troisièmement, oui, c'est hyper actif ici, il y a beaucoup de compétitions, des clubs. Ah oui, et aussi, bien sûr, comme c'est très actif ici, beaucoup des compétitions importantes, donc des étapes de Coupe du Monde et surtout des championnats du monde, sont organisés en Scandinavie, soit en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark. C'est très souvent que ça revient ici, en fait. Du D'accord. coup, il y a moyen de. Enfin, pour passer une marche dans la discipline, moi, j'avais estimé qu'il fallait que je passe du temps ici. Ouais. Et deuxièmement, donc en fait, tous les coureurs internationaux, presque, quoi, donc les Français, les Suisses, les Tchèques et j'en passe, ont un club aussi en Scandinavie. Parce que pour nous, c'est super intéressant, comme je disais, c'est là où on progresse beaucoup. Et pour les clubs, c'est intéressant parce qu'il y a des courses où ils ont besoin, entre autres, des grands relais, qui sont les courses les plus importantes pour eux ici, où ils ont besoin de renforcer leurs équipes. Donc, ils sont contents d'avoir des internationaux, quoi. Ouais. Et donc, ouais, par ce biais, j'avais plusieurs contacts en Scandinavie et c'est comme ça que j'avais aussi besoin j'avais plutôt l'envie d'avoir un emploi pour utiliser un peu mon diplôme quelque part ou pour garder la main, quoi, pour prendre l'expérience et m'entraîner à côté. Donc, c'est sûr qu'en France, être ingénieur et sportif de niveau, je pense que c'est un peu compliqué. C'est Ouais. pas forcément dans la culture. Alors qu'ici, je pense que c'est beaucoup plus flexible. Plus flexible. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des temps partiels. Et mettons, à côté, voilà, ils font du sport ou autre chose. Ça peut être, ils ont leur propre société à côté ou des choses comme ça. Je Ouais. pense que c'est pas encore trop dans la culture en France. Donc, c'était aussi un atout pour me déplacer. Mais j'avoue, au début, je pensais venir pour un an et puis voilà, ça dure un peu plus. Alors, je suppose qu'en France, on ne peut pas vivre de la course d'orientation. Dans les pays scandinaves, comme ça, où c'est plus médiatisé, on n'en vit pas non plus, du coup. Si certains, après, c'est pas. Ouais. Voilà, il y en a qui vivent des sponsors. Après, il y en a pas mal qui ont des contrats justement à l'armée, plus dans les pays de l'Est, mettons même en Autriche, Pologne, Russie, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'armée, mais détachés à temps plein ou presque pour l'entraînement. Donc, je dirais c'est plus des profils comme ça. Après, en Suisse aussi, il y en a qui arrivent à vivre avec les sponsors. Ouais. Ok.
Alors sur ton compte Instagram, tu marques que tu es un aventurier enthousiaste. Et t'es parti quand même 2 fois en Australie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces voyages? Pourquoi? Ouais, bah en fait, je prenais part à une organisation, enfin à une structure, je dirais. Donc, j'intervenais en tant que, enfin, j'étais volontaire pour l'organisation de présentation locale. Donc j'organisais entre autres des entraînements, un peu des événements, des courses, quoi, et aussi intervenais dans les écoles entre autres primaires pour enseigner la présentation. Ok. Et puis voilà, d'autres aussi peut-être faire des formations pour les entraîneurs, des choses comme ça. Et voilà. Et donc, en fait, ça, c'était d'abord à Canberra, donc pendant 6 mois, et ça m'a vraiment plu. Donc, et en fait, c'était en contrepartie, ils nous financent en gros le voyage, on habite dans les familles, donc c'est vraiment sympa. Au moins, on est vraiment immergé Au dans cœur la, du... ouais, voilà, dans la culture australienne. Et aussi, et voilà. Et donc, ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit, allez, bah, pourquoi pas repartir l'année suivante. Et c'est vrai que l'avantage aussi, c'est de s'entraîner au chaud pendant les mois d'hiver ici. Donc, ça, c'était vraiment sympa, quoi. D'accord. Donc après, normalement, tu avais prévu de rentrer en Finlande début avril pour enchaîner avec la Ouais, saison de CO, mais ouais. il y a eu, comme on le sait tous, le Covid. Donc du coup, tes vols ont été annulés et t'es rentré que début juillet. Donc t'es resté quand même un peu là-bas. Et en plus, en Australie, les mesures sanitaires étaient moins strictes. Du coup, t'as pu quand même, toi, t'entraîner. Il n'y avait pas de barrière de 1 km 1 heure, c'est ça? Voilà, exactement, ouais, ouais. Après, il y avait aussi quand même, il y avait plus de l'isolation, quoi. Ouais. Isolation, ouais. Et alors, c'est quoi le... Parce que tu vois, moi j'ai fait un peu d'athlétisme, je vois un peu les plannings d'entraînement, tout ça, mais un orienteur, comment on s'entraîne en fait? Il y a une partie plus technique où tu es posé avec une carte et tu travailles, ou c'est tout le temps carte plus course, ou alors il y a des séances que de course? Comment Moi, je dirais ça... qu'il y a plusieurs écoles. En fait, entre autres, il y a l'école, je dirais, plus scandinave, entre autres les Norvégiens, les Finlandais. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils font beaucoup, beaucoup de volume. Je pense que c'est un peu comme les skieurs de fond. Donc, énormément de volume dans les mois de foncier, donc novembre jusqu'à mars. Quitte à faire peut-être un peu moins de CO, et encore que, non, ils en font beaucoup. Euh, voilà, et après, il y a l'école un peu plus suisse, je dirais, qui, eux, font plutôt comme en athlétisme, des semaines bien régulières, un peu toutes les semaines pareilles, de la musculation, beaucoup d'intensifs, quand ils sont Ouais. chez eux en tout cas. Et par contre, ils se déplacent sur des stages où là, ils font beaucoup de courses d'orientation. Donc là, ils bouffent une semaine ici, une semaine là de courses d'orientation pour bien faire du spécifique et voilà. Mais donc voilà, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui font énormément de courses d'orientation, qui font des séances presque tous les jours. Donc carte en main, aller en forêt, aller Ouais. chercher des balises en forêt, quoi. Il y en a d'autres qui en font beaucoup moins et plus sur, je dirais, plus sur des stages. Ouais. C'est un peu comme ça. Alors, toi, tu es un orienteur, mais tu es aussi très très bon en athlétisme, parce que en août 2020, donc tu es de retour en Finlande, mais la saison internationale de CO est annulée. Donc tu décides de faire un peu de piste. Donc tu participes au championnat de Finlande de 10 000 mètres. Bon, déjà, tu te qualifies pour ces championnats en faisant, je te laisse le dire, sur 10 000 mètres. Ouais, 29,55 j'avais fait. Voilà, la barrière des 30 minutes est cassée. Donc, bon, pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent et qui ont un peu des notions de vitesse, c'est plus de 20 km/h pendant 10 km. Enfin, pendant 10 000 mètres. Donc, voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. Et du coup, tu participes au championnat de Finlande, tu fais médaille de bronze. C'est quand même, voilà. Et combien de jours après, très, très peu de jours après, tu fais le 5000, Ouais, c'était 2 jours après, ouais. 2 jours après, et tu signes un 14,42. Donc, Ouais. t'as quand même des très bonnes références aussi sur la piste. C'est quelque chose que tu t'es entraîné tu t'entraînes sur la piste Ouais, régulièrement? donc en particulier pour préparer le sprint, le format court, Ouais. voilà, c'est sûr qu'il faut faire des intensités courtes, quoi. Et bon, bah, la piste, ce qui est bien, c'est que on sait où on en est, quoi. On sait, Ouais. y a pas de mensonge, quoi. Là, et donc quand j'étais en Australie, bah, entre autres, entre décembre et février, je pense que j'ai fait pas mal de séances sur piste. Après, j'en ai plus trop fait, mais je pense que ça a quand même payé pour, pour l'été, quoi.
Par contre, Ouais. ça devait te paraître long parce que tu vois, en orientation, il y a un petit aspect ludique de trouver des balises, alors que par contre, la piste, faut en bouffer, mais c'est pas très amusant, quoi. Enfin, Ouais, j'avoue que ouais. Bon, après, c'était un challenge qui m'a motivé pour quelques temps, quoi. Je sais pas si j'en ferai tout le temps, mais là, parce que le championnat il était à domicile, on va dire, et puis ouais, ça me motivait de faire autre chose en fait, ouais. d'avoir un autre challenge, quoi. Donc après, je comprends aussi la motivation, quoi. C'est différent, mais il faut quand même se concentrer. Entre autres, ben, le 10 000, je l'avais fait plus ou moins tout seul pour me qualifier. Et là, bah, j'essaie de bien garder l'allure, mais en fait, c'est hyper dur de garder l'allure et pas perdre. Parce que si on perd quelques secondes, après, bah, ouais, tout de Ouais. suite, c'est impossible de rattraper, quoi. Donc alors, la course d'orientation, l'athlétisme sur la piste, aussi en cross, où t'as fait plusieurs fois les championnats de Finlande, t'as fait 4 fois deuxième au championnat de Finlande de cross, il me semble. Ouais. Donc, Ouais. le cross et le trail. Alors le trail, donc on va dire quand même, là, on va un peu parler de ce qui s'est passé assez récemment. Donc en août 2020, tu vas participer à la course mythique, donc la Sierzinal. Donc c'est une course très connue qui se déroule dans les Alpes valaisannes. Donc quand tu fais cette course-là, ta cote ITRA, elle est de 0. Donc la cote ITRA, c'est la cote de référence en trail. En fait, au fur et à mesure des courses qu'on gagne ou on fait des bonnes places, on gagne des points ITRA, c'est ça. Ouais. Et toi, elle est de 0. Donc t'as jamais fait en fait de course. Ouais. Bah, j'en ai fait, hein, j'ai fait Et des trails pas des locaux et. courses, ouais, pas des Ah oui. courses de renommée comme celle-ci. Donc après, c'est un format un peu particulier parce que dû au Covid, du coup, c'est un contre-la-montre du 17 Ouais. août au 18 septembre. Donc en gros, tu partais quand tu voulais entre ces dates-là, tu faisais ton truc et t'envoyais. Ouais, en fait, c'était quand même un petit peu cadré, c'est-à-dire il y avait des organisateurs au départ, à un point de passage, à un ravitaillement, et à l'arrivée. Donc, fallait qu'on parte entre 6 h et 8 h du matin, par exemple. Et D'accord. on avait un badge dans le dossard donc, qui nous validait notre départ et voilà notre temps. Donc voilà, c'était vraiment un bel effort de l'organisation qui ont décidé ça assez tôt pendant le printemps de mettre ça en place ouais, en anticipant qu'avec le Covid, ça serait pas possible de faire un mass start, surtout qu'eux, ils avaient 5200 inscrits, je crois. Ouais. Donc, au moins de répartir. Et après, il fallait s'inscrire sur un des jours. Et je sais que les week-ends étaient assez pris, on pouvait plus s'inscrire. Donc, je suppose qu'il y avait un nombre limite de personnes par jour. Ouais. Donc là, tu pars avec des amis orienteurs, je crois. Tu pars, tu Ouais. fais un cours. Donc voilà, inconnu de tous dans le monde du trail. Et tu finis deuxième en 2h33 et 45 secondes à 30 secondes de Kylian Jornet. Alors Kylian Jornet, c'est 7 fois vainqueur de cette course-là. Vainqueur du Grand Raid de la Réunion, de l'UTMB, de la Pyramenta. Enfin voilà, bon, j'en dis pas plus. Il est surnommé l'ultra terrestre. Donc c'est vraiment une pointure dans le trail, un des meilleurs trailers du monde. Donc toi, tu finis derrière lui à 30 secondes et devant de nombreuses pointures du trail aussi, comme le Suisse Rémi Bonnet, l'Italien David Magnini. Euh, t'as créé la sensation. Comment t'as vécu cette course et le résultat Ben, j'avoue que bon, je savais que je pouvais être pas mal sur ce type de course. Après, voilà, j'avais aucune idée si c'était suffisant pour être aussi bien. Je pensais pas être aussi bien placé, ça c'est sûr. Et voilà, moi j'ai fait ma course. Et c'est vrai que l'avantage en course d'orientation, on est habitué à courir tout seul quelque part, donc à gérer un ouais, peu son effort. Là, je pense que j'étais parti un poil fort. On n'est pas trop habitué à ces efforts si longs. Et à un moment donné, j'ai bien cru que j'allais craquer, quoi, et que ouais. ça allait pas finir. Mais bon, ça l'a fait. Donc au final, voilà, j'étais surtout satisfait de ma course. J'étais aussi satisfait parce que ça faisait très longtemps que je voulais me tester sur les trails et j'osais jamais parce qu'à chaque fois bah, soit on avait des compètes, soit c'était avant ou après des compètes, donc pas idéal pour Ouais. dans notre calendrier, quoi. Et donc à chaque fois, j'osais pas et je le regrette un peu. J'aurais pu en faire plus tôt, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà, là, j'étais content de voir que voilà, je suis de me confirmer ou donc de me montrer que je peux être pas mal sur ce type de course, ouais. En plus, t'as eu le temps quand même d'avoir la pression qui montait parce que les meilleurs trailers sont partis le dernier jour. Et la petite anecdote, c'est que toi, t'avais été invité à courir le dernier jour avec les meilleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais tu pouvais J'avais- pas parce que t'avais les championnats de Finlande de relais.
Ouais, ouais. Est-ce que ça t'aurait... Est-ce que tu aurais bien aimé, du coup, après coup, avoir un petit duel en vrai, quoi, avec Kylian Jornet? Peut-être Ben, peut-être le titiller un peu plus, même. Si, tu vois, si tu le ouais, vois, parce que là, c'est vrai que ouais. t'es pas avec lui, du coup, tu as 30 secondes. Mais si tu vois Kylian Jornet qui est pas loin, tu le vois dans le viseur, peut-être que tu aurais pu, je sais pas, aller Ouais, chercher. bah après, il y aura peut-être d'autres occasions, quoi. Donc, non, non, j'avais pas. Moi, j'avais pris ma décision déjà en août, enfin, même avant, juillet, peut-être. Et non, non, pas de regret. Mais par contre, ouais, j'aimerais bien que ça se présente à l'occasion. Oui. Alors, du coup, avec cette course, tu gagnes un golden ticket pour la finale des Golden Trail Series. Oui. Donc ça s'effectue aux accords, c'est 4 courses en 4 jours. Donc ça a débuté, bah, là c'est récent, c'est fin octobre en fait. C'est un total de 110 km avec 5000 mètres de dénivelé positif sur l'ensemble. Un parcours très technique en plus, c'est ça? Ouais, et donc ça me convenait plutôt, quoi. En fait, donc j'avoue, moi, les 4 jours de suite avec des assez longues distances, quoi. Donc moi, enfin, pour les trailers, c'est court, mais pour moi, c'était long. Mm. Du coup, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver, quoi. Et en fait, le fait de courir dans la boue, des parcours très techniques, moi, ça me convenait beaucoup en tant Ouais. qu'orienteur parce que bah, c'est moins cassant quelque part. En tout cas pour moi. Et voilà, donc ça s'était plutôt bien passé. Ça s'est très bien passé parce que tu confirmes dès la première course premier. Donc là, bah, déjà, tu poses les bases. Ensuite, la deuxième course, tu fais sixième. La troisième course, huitième. Pour finir avec la quatrième course où tu fais troisième. Donc ça fait que tu finis troisième au classement général, ce qui est une super performance. Donc, tu finis derrière bah, encore des pointures du trail, hein, comme le Polonais Burt. Alors par contre, son nom de famille, toi si tu l'as retenu, je te laisse le prononcer parce que je me suis entraîné pendant quelques temps, mais alors c'est imprononçable. Je pense que c'est Bart, tout le monde l'appelle Bart. Zerkieski. Donc, Bah, voilà, Bart, ouais, bah, on va rester là-dessus. Et l'américain Jim Walmsley. Alors lui, par contre, qui est très connu, qui a signé quelques belles perfs il n'y a pas très longtemps. Donc c'est quand même encore une grosse performance. Avec ces deux courses, la Sierzinal et la finale des Golden Trail Series, ça te donne des idées de combiner course d'orientation et trail, de faire une saison avec peut-être les deux disciplines? ouais, ouais, bah, j'ai déjà un peu regardé le calendrier 2021, bon, voilà, en fonction de ce qui va se passer, quoi. Ouais. Mais donc, je suis bien motivé bah, pour préparer et bah, me qualifier et, si possible, courir au mieux les championnats du monde en République tchèque, qui sont début juillet, de course d'orientation. Et après, en fait, d'habitude, il y a des étapes de Coupe du Monde, des courses nationales, tout ça. Et je pense peut-être plus me mettre sur le trail, justement, et courir, entre autres, les autres étapes de la Golden Trail Series, la World Series. Et voilà, pour peut-être me qualifier aussi pour la finale l'année prochaine. Donc c'est un peu ce que j'ai en tête pour le moment. Ok. Et ça me motive bien. Et alors, tu considères, toi, que là, pour l'instant, tu fais du trail en préparation pour la course d'orientation ou vraiment, non, tu te dis que tu fais de la course d'orientation et du trail? Bah là, clairement, la fin de saison, j'étais vraiment sur le trail, quoi. Ouais. Même, voilà, j'aurais pu faire beaucoup de compétitions avec le club ici en Finlande, mettons, et j'ai tout loupé parce que enfin, parce que j'ai couru les trails et je me suis un peu préparé pour ça. Donc Ok. voilà, mais ouais, ça n'empêche pas d'avoir peut-être des périodes plus focus sur un sport ou l'autre. On va voir. Et je pensais à un petit truc aussi, le fait de faire ces courses assez connues. Est-ce que tu avais aussi derrière la tête une petite idée où tu voulais montrer au monde sportif que les orienteurs, qui sont peu connus, peu médiatisés, bah, sont aussi très performants juste en course, quoi, ou c'était pas Ouais, du tout l'idée? si, je pense que c'était quand même une motivation un peu extra, mais après, je suis pas le premier. Par exemple, sur la Sierzinal, il y a un orienteur qui l'avait remporté, un Ouais. Suisse, Mark Lowenstein. Donc, le meilleur temps des Français avant, c'était François Gonon. C'est aussi, il était membre d'équipe de France jusqu'à 2014, je pense. Après ça, il s'est mis au trail et il a vraiment performé, par exemple. Et après, bah, par exemple, chez les filles, Judith Wider, donc, qui est pareil, qui a gagné l'année passée le Golden World Trail Series, là. Et bah, elle, c'était une orienteuse avant, elle était à 100% orienteuse et après, donc elle a arrêté la concentration pour se mettre au trail et tout de suite, elle a performé. Donc, clairement, je suis pas le premier et voilà, ça montre que, que les orienteurs, on peut être pas mal, quoi. Mm. C'est vrai que c'est un peu, tu vois, on avait eu en athlétisme, il n'y a pas si longtemps que ça,
venue des triathlètes qui commençaient à dominer un peu l'athlétisme. Là, les orienteurs, laissez-nous notre sport un peu. Non, je rigole. Non, non, mais c'est vraiment très très bien parce que c'est vrai que la course d'orientation, c'est un sport qui est super et qui est peu médiatisé, ouais. Et ça serait bien à l'avenir que, en France en tout cas, ça soit un peu plus exposé quand même dans le monde sportif, quoi. C'est vrai que ça serait bien. Bon, bah, en tout cas, c'était très intéressant. On va passer maintenant aux questions insolites. Oh, oh. Ok? Allez, j'espère que tu es prêt. Pas sûr. Alors, une musique ou un groupe de musique. Je sais pas, le rock. Alors, ok. J'avoue, j'ai pas. Ouais. Petite musique dans le rock, allez. Euh, j'avoue, Cours, j'ai rien qui me cours vient en sans tête. musique? Comment? Tu cours sans musique? Tu mets jamais de la Ah musique? ouais, je mets jamais de musique quand je cours, non. Ok, bon. Ouais. J'accepte juste le rock alors. Ouais. Alors, un film ou une série? Alors, je dirais une série. Et donc, il y a une série qui était sur les frères Ingebretzel, là, les trois frères Ah, norvégiens, les... ouais, du demi-fond, là, super fort. ouais, 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 ouais. Et voilà, donc ça fait bien marrer parce qu'ils les suivent donc chez eux, dans leur Oui, famille et tout. Et donc voilà, donc sinon je regarde pas de série, j'avoue, mais celle-là, elle d'accord. m'a bien plu. Ouais. Plus un documentaire, d'accord, mais bon, ça marche aussi. Oui, non, mais ça marche aussi, ça marche aussi. Alors, un plat? Ah, ben là j'ai fait un espèce de gratin que j'en suis pas si avec des pommes de terre douces, patates douces, ouais. Donc voilà. Ah, ça va, parce que tu vois, la plupart des sportifs, ils ont beau être sportifs, quand je leur dis un plat, il y a eu la raclette, la fondue, les burgers, mon gratin de patates douces, ça va. Moi, c'est ce qui me vient en tête tout de suite, mais voilà. Alors, une destination de vacances. Toi qui es un aventurier, en plus, tu dois en avoir en tête. Une qui te ferait rêver, Ben, que t'as jamais fait ou que t'as faite, hein. bah franchement, en vacances, moi ça me plaît d'aller courir dans la montagne, dans les endroits vraiment nature et tout. Donc voilà, par exemple, ça fait longtemps que je suis pas allé dans les Pyrénées depuis 2000. On avait une compète là-bas, j'étais tout petit, et donc j'aimerais bien y retourner. Donc voilà, je dirais des montagnes un peu pas trop, ouais, un peu sauvages. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as une autre passion que la course d'orientation, l'athlétisme, le trail, une autre passion que le sport, disons? Bah, je m'intéresse à pas mal de choses, hein, mais je saurais pas trop dire. La Voilà. cuisine. Si t'as fait un gratin, là, peut-être la cuisine. Ouais, des fois, mais pas toujours. Des fois, un peu le jardin, mettons. Des fois, quand je rentre chez mes parents, voilà, j'aime bien retourner à la ferme, voir le jardin, qu'est-ce qui s'y passe ou qu'est-ce qu'il y a, tout ça, ouais. Donc, un peu, ouais, ce qu'il y a dans la nature. Ou même, ouais, je suis peut-être un peu vieux dans ma tête, j'en sais rien, mais je sais pas, ramasser les Les baies, les choses champignons. comme ça, quoi. Ouais, ouais, je m'y connais pas trop en champignons, mais ouais. Ok, ok, ok. Alors, est-ce que tu as un idole? Bon, après, quand je dis un idole, souvent les sportifs me disent non, j'idolâtre pas, mais une inspiration, quelqu'un qui. Ben, c'est sûr que bah, vous connaissez peut-être ou pas justement Thierry Georgiou. Donc Ah oui, c'est en très fait grand rien. Ouais. c'est un Français, ouais, qui était en équipe de France, enfin qui a arrêté sa carrière en 2018 ou 2017 pardon. Et bah, c'est l'homme le plus titré au monde en course d'orientation. Donc il y a des féminines qui sont peut-être plus titrées, entre autres une Suissesse qui a énormément de titres. Mais il a 14 titres de champion du monde. Et enfin, c'est vraiment costaud parce que ça veut dire parce qu'en course d'orientation, voilà, une petite erreur et voilà, c'est perdu quoi. Hmm, Là, il a une telle régularité depuis 2003 jusqu'à 2017, remporter des titres vraiment, vraiment souvent. Donc c'est sûr que là, quand moi j'étais au début en équipe de France, de l'avoir à côté, de voir un peu comment ouais, il fonctionne, comment il analyse, comment il réfléchit, tout ça, voilà, c'était très enrichissant, quoi. ouais. T'as pris un peu des choses qu'il faisait ou t'as pu discuter avec lui sur comment lui il s'entraîne. Ouais, je pense indirectement parce que voilà, on a des profils bien différents, mais oui, oui, c'est sûr qu'il a apporté je pense à tout le monde, quoi, par sa rigueur, voilà, c'est sûr, ouais. Ok. Bon, on va finir avec la dernière petite question qui fait mal souvent, qui les sportifs ont un peu de mal à répondre. Alors, deux mots qui te caractérisent. Ouais, enthousiaste. Ouais. Parce que ouais, j'ai pas peur de m'élancer et de faire et puis de le faire avec le sourire. Et puis
je dirais curieux quand même. Oui. Impeccable, ça te correspond bien. Ok, bon, merci. Bon, bah, en tout cas, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Donc là, les prochains objectifs, c'est les championnats du monde en 2021. C'est vraiment l'objectif qui va arriver. Ouais, donc là, Là, tu prépares quoi? Tu prépares un peu dans le flou peut-être parce que c'est vrai qu'avec les conditions actuelles, c'est un peu. Ouais, on fait comme si ça aurait lieu. Et puis voilà, on a déjà fait des stages avec l'équipe de France, donc sur le terrain, parce que sur les terrains similaires, on n'a pas le droit d'aller sur le terrain des championnats du monde, mais les terrains à côté. Donc voilà, on a un peu une image de ce qui nous attend. Et voilà, faut s'entraîner un peu au quotidien, quoi, après. Ouais. Ok, bon bah, je te souhaite une très bonne continuation en espérant te voir décrocher peut-être le titre de champion du monde en 2021. Et voilà, continue à être humble et simple comme ça. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses, que ce soit dans la course d'orientation, dans l'athlétisme ou dans le trail. Voilà. Voilà. Bah, merci. Bonne continuation à votre petite interview sympa. Et merci beaucoup. Et du coup, à la prochaine. Salut. Salut.